Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 47 de la Postcaf de l'Académie de la qualité efficace. Un podcast, le podcast s'appelle Good Manufacturing Podcast. Et aujourd'hui, on va faire la suite de l'épisode précédent du cerveau des qualiticiens. Alors peut-être qu'il y en aura, peut-être qu'il y en aura plus, peut-être que c'est le dernier, qui sait. Mais effectivement, comme tu disais Arnaud, c'est un épisode qui a eu énormément de succès. Les gens en ont parlé et tout. C'est dommage qu'on avait foiré le live. Il était pas au bon endroit, mais il a été réécouté plein de fois. En tout cas. Ouais, carrément. C'est un sujet qui est très important, mine de rien. Alors avant de commencer, j'aimerais quand même dire que je serai en conférence d'ouverture du salon Pôle Pharma Performance Environnementale et je ferai une conférence Impact du changement climatique sur l'industrie pharmaceutique, entrée dans un monde fluctuant. Venez nombreux, ça va être trop fort. et on fera des lives sur ce sujet-là, parce que je pense qu'on a beaucoup de choses à dire, notamment on a parlé pas mal quand tu préparais ta conférence. Je trouve qu'il y avait des choses super intéressantes à partager. Exactement, c'est un sujet, c'est le sujet, je pense, du futur. Hein. Ouais, complètement. Alors, avant de commencer, putain, il y a mon chat qui est en train qui va faire une intervention aussi. Une fois que c'est pas les enfants, c'est le chat. Alors, j'ai préparé via mon ami Chat GPT un résumé de l'épisode précédent parce que il était quand même dans. Ah, le flemmard. J'essaie de l'utiliser le moins possible, mais des fois c'est quand même bien pratique. Hein. Alors, voilà ce qui nous a sorti. Donc ça va durer à peu près 2 minutes et comme ça nous mettra à la vitesse, comme on refera pas beaucoup de redites, on fera le moins possible de redites. Alors le point de départ de l'échange repose sur la question simple. Les qualiticiens deviennent-ils ceux qu'ils sont à cause de leur formation ou à cause du système dans lequel ils évoluent? La réponse est nuancée, mais le constat est clair. La plupart des qualiticiens en France sortent de filières très similaires avec une formation fortement normative, issus de facultés de pharmacie, de master qualité, etc. Ces profils très homogènes reproduisent... Putain. Attends, là, c'est la galère. Voilà. Ouais. J'espère que ça va pas changer les settings. Oh mon Dieu. Pour ceux qui nous écouteront en podcast, il y avait le chat de Paul Adrien qui passait devant la caméra et qui a marché sur son clavier. Donc ces profils très homogènes reproduisent une culture où la conformité l'emporte souvent sur la réflexion et le bon sens pratique. Au fil des années, cette culture façonne les individus. Les jeunes professionnels arrivent souvent avec l'envie de faire bouger les lignes, mais se retrouvent souvent rapidement confrontés à des barrières. Procédures rigides, absence d'écoute, résistance au changement. Le système les absorbe peu à peu et ils endossent un costume mal taillé, celui de qualiticien figé, devenu méfiant à force d'être confronté en permanence aux problèmes, écarts, déviations, inspections, erreurs humaines. La peur, cette peur omniprésente devient un mode de fonctionnement. Elle pousse à vouloir tout contrôler, à refuser tout risque et à s'enfermer dans une illusion de maîtrise totale. Plusieurs images, ça on s'en fout. Mais le plus marquant dans cette discussion reste le constat le constat du manque de sens. Beaucoup de qualiticiens travaillent seuls, isolés, surchargés, dans une posture de justification constante. Ils sont en bout de chaîne, en charge de la libération finale, sous pression, sans toujours avoir participé aux décisions en amont. Et quand la direction les considère uniquement comme les garants réglementaires et non comme les acteurs de performance, le mal-être s'installe. Je trouvais ça très pertinent, ça. Ouais. Le podcast ne se contente pas de décrire, il interroge aussi. Pourquoi la qualité reste-t-elle cantonnée à une logique de contrôle quand elle devrait porter une logique d'assurance? Pourquoi les sites pharma restent-ils globalement réactifs alors même que tout le monde parle de proactivité? Et surtout, pourquoi attend-on encore une remarque d'inspection pour changer les choses? En filigrane, une critique plus large apparaît, celle de l'organisation en silo. Direction qualité, production, supply, chacun travaille à optimiser son périmètre, mais sans vision commune. Cela engendre des tensions, incompréhensions et des luttes d'objectifs. Pourtant, dans certains sites où la qualité et la production collaborent réellement, les résultats sont là. Plus d'efficacité, plus de fluidité et une qualité vécue comme un levier et pas une contrainte.
Enfin, l'épisode se termine sur un appel à l'action. Il est urgent de changer la culture qualité, pas seulement sur le terrain, mais aussi les qualiticiens eux-mêmes. Redonner du sens, libérer de la place pour l'innovation, permettre de la prise de recul, repenser les priorités, revoir les interactions avec les autres métiers. La qualité ne doit pas être une tour d'ivoire ni un dernier rempart. Elle doit devenir un pilier transversal, robuste mais ouvert. Un rôle partagé par une charge solitaire. Voilà. Ok. Bah c'était pas mal pas mal résumé. Cool, hein. Moi je l'avais réécouté, mais ouais, on avait dit vachement de trucs cool. Mais c'est intéressant du coup. Moi je trouve que ça fait une bonne transition pour notre discussion du jour, hein. Puisque changer la culture qualité d'un site, c'est pas uniquement changer la culture qualité des qualiticiens. Ça en fait partie, c'est nécessaire. Je pense qu'il y a un vrai travail de la culture qualité des qualiticiens pour changer justement cette vision conformité, réglementaire, normes, etc. vers quelque chose de pragmatique, de réaliste aussi avec la réalité du terrain, etc. Donc ça, c'est un point important. Mais pour moi, c'est 3 leviers, quoi. Enfin, c'est 3 piliers même en fait. T'as le pilier des qualiticiens où il faut changer cette vision, ce sens que les qualiticiens donnent à la qualité. T'as le pilier de toutes les autres personnes de l'entreprise qui ne sont pas des qualiticiens, la prod en premier, hein, mais pas que. La vision des autres métiers de la qualité. Ouais. Exactement. Et le pilier, à mon sens, qui est peut-être le plus important et qui, sans ce pilier-là, on peut pas changer la culture qualité d'un site, c'est le pilier du comité de direction, de la direction du site. Et donc ChatGPT l'a bien résumé dans notre épisode précédent. Je pense que le silotage des opérations a un effet extrêmement négatif justement sur cette culture qualité et ce sens qu'on donne à la qualité. Et si le comité de direction n'a pas une bonne vision, ne comprend pas le sens de la qualité, bah en fait tu pourras travailler sur les qualiticiens, tu pourras travailler sur les opérationnels hors qualiticiens, t'arriveras pas à grand chose de vraiment pertinent. À mon sens, hein. Si on n'arrive pas à transformer au niveau direction, on n'arrivera pas à transformer au niveau opérationnel. Moi, je vois quand même un rempart. C'est-à-dire, j'ai l'impression la direction, c'est très difficile à faire changer parce que justement, elles sont pas confrontées aux problèmes du quotidien des personnes, quoi. Et tant que t'as pas vu, expérimenté et même, confronté tes idées, parfois, toi, nous on a évolué, hein. Au début, on ne disait pas forcément ça. Et tant que t'as pas expérimenté, fait ton propre chemin, je sais pas, je pense que c'est très difficile de faire changer un comité de direction comme ça, quoi. C'est très difficile, c'est clair. D'autant plus que pour moi, tu vas avoir plusieurs profils. Enfin, quand on va parler du comité de direction, celui qui va donner l'impulsion de la culture, il y en a un, c'est le directeur général, c'est le grand patron, c'est le directeur du site. C'est lui qui va avoir un impact considérable sur la culture qualité de son comité de direction. Et tu peux avoir déjà là différents profils de directeur général qui va avoir différents impacts en termes de culture qualité. Tu vas avoir le pharmacien, le mec qui est pharmacien, qui a fait de la qualité, qui a été dans l'usine, qui a travaillé dans l'usine. Et moi, je me rappelle, je vais donner un petit exemple, hein. J'avais trouvé ça génial. J'avais travaillé pour un site où effectivement le directeur de site était à la fois aussi pharmacien responsable. Et il avait été pharmacien, il avait travaillé en prod, il avait travaillé en qualité, il avait beaucoup d'années d'expérience. Et on faisait un travail d'optimisation du temps de cycle, hein, comme on aime bien, avec notamment une identification. Alors je vais pas rentrer dans les détails, mais sur le site qui faisait des formes liquides. Le goulot du site, c'était les stockers entre la fabrication et le conditionnement. Ok. Et on avait calculé des temps d'attente dans les stockers qui étaient assez énormes. Et il a pas eu une position en disant ah ouais c'est trop long, il faut réduire. Il a dit non mais attendez, moi en tant que pharmacien responsable, ce temps long dans les stockers, il me pose un problème parce qu'on ne sait pas comment le produit il va réagir. On ne sait pas s'il est, enfin voilà, des fois il est pas filtré en amont.
on ne sait pas ce qui peut se passer, et donc d'un point de vue qualité sur le produit, ça peut avoir un impact. Donc déjà là, on va avoir un directeur qui a une conscience qualité, qui a une conscience aussi des enjeux économiques, de flux, etc. Et ça, c'est assez intéressant. Ça peut donner une bonne impulsion. Ça veut pas dire qu'il faut quand même, à mon sens, il fallait quand même travailler sur la culture qualité au niveau du comité de direction. On en reparlera, hein, mais quand on parle de travail au niveau de culture, au niveau du comité de direction, pour moi, il y a des notions de objectifs communs, blablabla, casser les silos. Mais déjà là, on a une bonne base de départ. Ensuite, on va avoir le directeur de site qui est issu de l'industrie pharmaceutique, mais pas forcément avec un background très terrain et très qualité, qui va être peut-être plus passé par des fonctions supply, par des fonctions, tu vois, qui a jamais été vraiment impliqué dans le terrain. Ouais. Et là, il y a une connaissance des enjeux liés au process pharmaceutique, hein, la libération, les déviations, mais peut-être pas encore, enfin pas du tout assez sur la partie qualité de la chose. Et on a un dernier profil qui, à mon sens, est le plus compliqué en termes de changement de culture qualité. C'est le gars qui vient pas du tout de l'industrie pharmaceutique, qui vient peut-être de l'automobile, de l'aéronautique. Et lui, il va avoir une force géniale sur tout ce qui va être amélioration continue, mais il va avoir du mal aussi à appréhender cette approche de la qualité, parce que, ok, on en a beaucoup parlé dans le dernier podcast, c'est pas que répondre à des normes, c'est pas que être réglementaire. Toujours est-il que on est dans un environnement, l'industrie pharmaceutique, qui est extrêmement contraint malgré tout, et il faut appréhender ces contraintes. Et du coup de se dire ouais, mais l'amélioration continue comme on le fait en industrie automobile, en industrie aéro, etc., on va faire la même chose. Faut quand même appréhender, ne serait-ce que la notion du change control, ces choses-là, quoi. Ça va monter au clash direct avec les mecs de la qualité qui sont déjà en place. Ouais, complètement. Mais du coup, voilà, pour en tout cas déjà pour travailler sur la culture qualité d'un comité de direction, il faut évaluer la culture qualité du directeur général et donc déjà son parcours personnel. Au même titre que la dernière fois, on disait le parcours personnel du directeur qualité va façonner la façon dont il construit la qualité pour son site. Et ben, le parcours personnel du directeur de site va façonner la façon dont il va déployer une culture qualité ou non sur son site. Quand tu m'as dit par rapport au directeur de site qui était aussi pharmacien responsable, ça me fait penser à une petite histoire que j'ai appris récemment chez un client chez qui je travaille là. Et elle a travaillé dans un site où elle était directrice qualité, donc elle n'est pas pharmacienne, elle était directrice qualité. Et c'était le directeur de production qui lui était pharmacien et qui était pharmacien responsable. Ah. Et ça faisait une dynamique énorme. Ouais, c'est intéressant ça. Ouais, ça c'est intéressant ça. Et il n'y a pas un problème c'est autorisé ça comme ça? Pharmacien responsable, directeur de prod. Ok. Bah en fait, du coup lui, il intervenait jamais dans la qualité. Par contre, quand il y avait un problème qualité, c'était le premier à s'intéresser et être au courant, quoi. Mais il intervenait et du coup, il était aussi responsable par rapport à ce qui, enfin tu sais, il était plus responsable par rapport à ce qu'il produisait, quoi. Et donc ça, je trouvais ça vachement cool parce que déjà, vous êtes plein à m'envoyer des messages en disant moi je suis pas pharmacien, quel est mon avenir dans la qualité dans l'industrie pharmaceutique. Bah voilà, vous pouvez être directeur qualité si vous voulez. Ouais, et complètement. Hein. Non mais ça c'est clair. Hein. Faut être pharmacien pour libérer des lots, hein, pas pour être directeur qualité. Hein. Voilà, donc cool. Ouais, carrément. Ouais, c'est une organisation intéressante. Ouais. Organisation super cool et j'ai trouvé que ça devait apporter beaucoup de bénéfices dans toute l'organisation, quoi. Donc oui, tu disais évaluer le profil, en fait, faire un espèce de profil psychologique du profil culture qualité du directeur de site. Exactement. Et ça, à mon avis, la première étape pour changer la culture qualité d'un comité de direction, c'est effectivement évaluer le profil du directeur de site. Et ça peut se faire déjà en prenant connaissance de son parcours personnel, parce que voilà, il y a quand même des tendances qui se décrochent, comme je l'ai montré là, enfin comme je l'ai expliqué là, en fonction de son parcours, on sait à peu près quelle va être sa vision. Mais on peut aussi faire une évaluation, comme on pourrait le faire pour toutes les personnes du site, hein, au travers de questions et de voir comment il répond
tu sais, un peu comme quand tu fais des tests de personnalité sur Internet, quoi. Tu fais un test de culture qualité et il n'y a pas forcément de mauvaise ou de bonne réponse, mais ça te donne une idée du travail qui va être nécessaire de mener pour changer la culture qualité au niveau du comité de direction. Après, si t'es là devant lui, ça veut quand même dire que il y a quand même eu quelqu'un ou lui-même qui s'est dit ça serait quand même une bonne idée qu'on fasse quelque chose, quoi. Alors ça, c'est bien vrai. Si nous on est là devant lui, c'est que lui il a accepté de se dire il faut qu'on travaille. Donc effectivement, le directeur de site qui a une très mauvaise culture qualité, il se dira pas faut qu'on travaille sur notre culture qualité. Mais pas tout à fait. Ça peut aussi arriver de se dire le directeur de site il dit oh là la qualité ils sont chiants, il faut absolument qu'on change ça parce que ça manque d'efficacité, ça bloque le flux et il va peut-être nous contacter avec une approche plutôt de dire il faut que vous rendiez nos qualiticiens moins méfiants, plus confiants et que vous travaillez sur la culture qualité des qualiticiens. Après, quand on va lui dire, nous on va faire ça, mais on va aussi travailler sur la culture qualité du comité de direction, des autres, etc. Là, il peut encore bloquer. Donc déjà, dans tous les cas, si on est là et qu'on discute avec lui de la culture qualité du comité de direction, c'est que la personne, elle a déjà un minimum de conscience qu'il y a un travail à faire. Ce qui est plutôt un signe positif, quoi. Et donc, comment faire changer quelqu'un parce que finalement, on dit toujours on peut pas faire boire un âne qui n'a pas soif. Mais finalement, est-ce que on peut faire changer tout le monde? Est-ce qu'on peut apporter suffisamment d'éléments pour ouvrir la voie, ou alors des fois c'est peine perdue? Je pense que des fois c'est peine perdue. Hein. non mais voilà, je préfère le dire tout de suite. Hein, des fois c'est peine perdue. Ouais, mais c'est pour ça aussi qu'il faut, à mon sens, avant même de lancer des travaux pour essayer de faire changer la culture qualité, c'est évaluer la culture qualité du comité de direction. Et là, ça commence par le directeur de site, mais c'est tous les membres du comité de direction. Après, on sait très bien, on est capable de faire, on va être profiler, on est capable de faire des profils psychologiques entre guillemets face à la culture qualité de chaque différent directeur. Hein. Le directeur qualité, le directeur prod, le directeur sécu s'il y en a un, le directeur maintenance ou travaux neufs, utilité, quoi. Le directeur RH, le directeur supply. Il y a des tendances de comportement, d'émotions face à la qualité qui sont quand même assez communes. Tu prends tous les directeurs supply, tu vas retrouver des tendances communes parce que en fait derrière tout ça, il y a quoi? Il y a que chacun des directeurs a ses propres objectifs individuels et va voir la qualité comme un élément qui peut l'empêcher d'atteindre son objectif. Et toi, ça me fait penser. J'ai discuté avec un ancien collègue à moi qui était responsable, je sais plus, ça doit être responsable d'un secteur de production. Et donc dans son secteur, lui, il avait implémenté les formulaires d'ouverture de déviation, tu vois. Et après, il est passé responsable à QOP. Et donc, il a essayé de déployer ces fameux formulaires d'ouverture de déviation pour pouvoir, être au courant de la déviation le plus rapidement possible, etc., etc. Et donc, ça a pas pris du tout. Genre, il y avait tous les autres responsables de prod des secteurs voulaient absolument pas les mettre en place, quoi. Et donc, comme tu disais, et ce qu'il me disait finalement, c'est quand tu es en production, tu peux gagner la guerre. C'est-à-dire, tu peux gagner, quoi. Si tu peux imposer un peu ta vision et faire et finir par faire ce que tu veux. Tandis que quand tu es en qualité, tu peux pas gagner la guerre. Et donc, ce qu'il a dû faire, c'est attendre. Et bon, comme il y avait pas mal de turnover sur son site, les gens ont tourné et finalement, il a pu réussir à implémenter ses formulaires petit à petit, quoi. Mais ça lui a pris un temps fou pour faire ça. Et donc, comme tu disais, effectivement, on peut pas forcer les gens, on peut pas forcer certaines catégories sur des sites industriels à faire ce que tu veux, parce que c'est eux qui ont un peu le high ground. Ouais, non, mais c'est clair, Mais c'est assez intéressant. Du coup, ça veut dire que finalement, la qualité, le directeur qualité n'a qu'un pouvoir d'influence. Alors que le directeur de prod, il est capable d'imposer, de mettre en place justement un formulaire de collecte qui pourrait être vu comme un outil qualité. Il dit, on le met en place, ces équipes en dessous, elles vont pas broncher, elles vont le faire. Et c'est pour ça, donc sans se limiter à cette relation-là au niveau du comité de direction,
Mais c'est pour ça que le travail au niveau du comité de direction entre la qualité et la prod, il est super important. Il est absolument nécessaire pour le directeur qualité que le directeur production soit acquis à sa cause. Et pour ça, ça veut dire que le directeur qualité, il ait une approche pragmatique et que le directeur production, il ait une approche aussi en prenant en compte la gestion des risques, quoi. Et tu vois, je pense que finalement, comment faire? En fait, c'est avec le directeur de site, travailler sur sa vision. Quelle est sa vision pour le site dans un futur proche, dans un futur à 4-5 ans, quoi. Et finalement, cette vision-là, elle se retranscrit derrière avec des objectifs clairs sur ses équipes, qualité, production, etc., supply. Et donc, en fait, cette vision, si elle est en accord avec, si elle prend en compte tous les aspects dont la qualité est son objet, l'objectif qu'il a pour le site, et du coup, ça se traduira avec des actions concrètes et conjointes de la qualité, de la production, de la supply. C'est intéressant ce que tu dis. C'est très très intéressant parce que du coup, finalement, ce qui nous intéresse, c'est de connaître la vision du directeur de site. C'est pas forcément de la transformer. C'est pas de lui dire non mec, tu fais fausse route, c'est pas ça la bonne vision. C'est dire OK, c'est ça ta vision. Regarde en quoi, et donc c'est arriver à lui faire prendre conscience en quoi la qualité va lui permettre d'atteindre sa vision ou peut lui bloquer l'atteinte de sa vision s'il le prend pas en considération. Non mais c'est ça. Ouais, c'est vrai. Et du coup ça c'est super intéressant et c'est super important. On n'est pas en train de dire il faut changer la vision du gars. On est en train de dire il faut lui montrer comment sa vision, elle peut devenir une réalité en intégrant une culture qualité beaucoup plus forte. Et je suis sûr que c'est possible. Il n'y a pas un mec qui va dans l'industrie pharmaceutique, un patron de site qui va avoir une vision où on peut pas rattacher la notion de qualité à un moment ou un autre. Ouais. Après, on regarde de savoir. Après, tu peux être d'accord ou pas avec les visions, effectivement, mais tu peux comment utiliser la qualité pour rejoindre cette vision, quoi. Non, mais ça, alors là où on peut ne pas être d'accord avec sa vision, nous en tant que personne. Mais par contre, si nous on part avec l'idée de se dire il faut qu'on lui change sa vision, on a perdu d'avance. C'est perdu d'avance. Donc, si on n'est pas du tout en accord, on peut aussi dire écoute, on va pas travailler avec vous parce qu'on n'est pas. Non, mais c'est ça. Mais par contre, à partir du moment où on dit on travaille avec le site, quelle que soit la vision, quelle que soit sa vision, on doit la prendre en considération, on doit l'accepter même si on n'est pas d'accord, et on doit plutôt relier tout ça avec la qualité. Et pour ça, pour moi, le point d'orgue, c'est derrière cette vision, c'est transcrire cette vision en un objectif commun qui soit commun pour tous les départements, pour casser la notion de silo. Et après, parce que on va pas se mentir, changer la culture. Alors, on peut avoir des personnes en prod, des personnes en maintenance, des personnes en qualité qui ont des super bonnes intentions, qui ont une culture qualité plutôt bonne. Si leurs objectifs individuels sont en désalignement avec ce qu'on peut attendre par rapport à leur conscience qualité, à un moment donné, les personnes, elles vont aller chercher leurs objectifs individuels. C'est comme ça que ça marche, malheureusement. Et donc, le point d'orgue pour réussir à changer la culture qualité d'un comité de direction, c'est retravailler sur les objectifs. Et il faut arriver pour ça à définir c'est quoi l'objectif commun en lien avec la vision du patron de site, et après redéfinir ces objectifs communs, les redécouper pour qu'ils soient cohérents avec les opérations des uns et des autres, mais que chaque département ait des objectifs qui contribuent à l'objectif commun et non pas qui vont rentrer en conflit comme augmenter la productivité, réduire augmenter le bond du premier coup. À un moment donné, il peut y avoir une collusion, quoi. Après, moi, j'avais été sur un site où ils avaient mis en place la X-Matrix. C'est un outil du lean. Tu peux l'utiliser pour ça. C'était intéressant, mais je trouvais que ça marche pas très bien. Je sais pas encore je sais pas trop pourquoi ça marchait pas bien, parce que justement, je pense que finalement, quand c'est arrivé finalement en décomposant les objectifs en plusieurs actions des différents services, t'arrivais en fait à tordre le truc pour essayer de le raccrocher à toi. Et c'est le fait que les personnes le fassent, je sais plus comment ils avaient fait ça, mais je pense qu'ils l'avaient fait un peu tous, ils avaient retranscrit un peu tous
de leur côté peut-être. Et finalement, t'arrivais effectivement à d'un côté c'était augmenter les volumes et de l'autre côté c'était augmenter le bon du premier coup, quoi. Enfin, voilà. Ouais, mais bon après on a 2-3 commentaires, je les partagerai, mais je vais finir là-dessus. Typiquement, imaginons que la vision du patron de site, ça soit d'être capable de sortir, je sais pas moi, 30% de plus de lots à effectif constant, à machin constant, etc. Ok. Donc là, on pourrait partir bêtement, c'est-à-dire la production, vous nous produisez plus, la qualité, vous travaillez pour améliorer le bon du premier coup. Si on n'intègre pas derrière au niveau de la production, c'est vous êtes responsable justement de produire bon du premier coup pour qu'on jette moins, ça marchera pas. Et en fait, faire bon du premier coup, c'est pas un objectif de la qualité. L'objectif de la qualité, ça serait travailler à accélérer la libération, etc. Ouais, c'est pas la travailler à faire bon quoi. du premier coup. Ou la vitesse. Ouais, encore. En tout cas, c'est à la prod de prendre en charge la notion de bon du premier coup. C'est la prod qui va travailler à améliorer son bon du premier coup. Si on met pas cet objectif-là, le site, à la fin, il sortira pas forcément les 30% de plus. Parce qu'il produira peut-être 30% de plus, mais il y en aura qui partiront à la poubelle. Et en plus, la libération sera toujours bloquée. Et donc, voilà. Donc, en fait, le découpage des objectifs, depuis l'objectif commun, il est crucial. Et c'est là où je pense que nous, en tant que consultants et avec notre approche, on a un rôle à jouer parce que on va être capable d'aider ces comités de direction à découper les objectifs de manière pertinente par rapport à des objectifs de culture qualité dans les objectifs des individuels des départements. Ouais, ce qu'il faut, c'est cette vision transversale et finalement pas sans concession, mais justement en cassant, qui est capable de casser les visions classiques. C'est ça, les visions classiques, hein, complètement. Pour pouvoir y arriver correctement, quoi. Et ça, c'est pas facile de l'entendre parfois pour les différentes personnes qui vont se le voir attribuer. Complètement. Alors juste le commentaire, donc on a Ahmed qui nous dit qu'il est manager QA, biologiste, et que chez lui, la majorité des qualiticiens sont pas pharmaciens, et par expérience, donc son expérience à lui, et sont plus compétents. Bon, ça je sais pas, hein, mais il faut surtout faire la différence entre être pharmacien et être scientifique spécialisé, ça c'est bien vrai. Et le responsable qualité doit avoir un cumul d'expérience plus un package scientifique. Ok. Oui, après le pharmacien peut avoir ce package scientifique. Hein. Il va avoir une notion des risques patients, etc. Mais là, moi où je vais dans le sens de ce qui est dit, c'est qu'effectivement, on n'a pas besoin d'être pharmacien pour être qualiticien. Loin de là. Moi, j'aurais tendance à privilégier, même si on s'éloigne un peu de la notion de culture qualité au niveau du CODIR, privilégier justement dans les équipes qualité un mix entre pharmaciens et ingénieurs qualité scientifiques, quoi. Ouais, mais d'expérience, les deux sont capables de tomber dans le travers de la qualité punitive, normative, contrainte et pas pragmatique. Pharmacien comme scientifique. Je suis désolé, hein, d'expérience, moi j'ai vu les deux se planter là-dedans, quoi. Le système gagnera sur les individus. Ouais. Et pour changer le système, il faut commencer par le haut. Mais ça c'est sûr. Hein. On pourra jamais changer la culture qualité d'un site. J'ai une dernière anecdote là-dessus. Hein. Moi, j'ai fait un projet réduction des erreurs humaines sur un site. Donc, on a mis en place une culture qualité proactive au niveau des équipes opérationnelles hors qualité. Les services où la tête du service était vraiment sponsor, poussait le truc, ça a très bien pris. Les services où la tête du service y allait à reculons, bah forcément en dessous ça a pas pris. Hein. Donc il y a pas de secret. Hein. Si en haut c'est pas prêt à y aller, faut pas y aller par en bas. C'est vrai pour toutes sortes de projets, hein, de toute façon. Hein. Oui. Si le chef il va à reculons. Ouais, c'est clair. Bon voilà, ça fait une petite demi-heure qu'on discute. Ça on arrive déjà à la fin de notre petit live du vendredi.
J'espère qu'on va pouvoir recommencer sur une base régulière après une petite pause de quelques semaines, avec les vacances et tout ce bazar. Mais bon, en tout cas, merci à tous de nous écouter. Abonnez-vous pour qu'on ait une visibilité sur le nombre d'abonnés, c'est quand même vachement intéressant. Il y a plus de 50% des personnes qui écoutent ce podcast qui ne sont pas abonnés. Donc, c'est beaucoup quand même. Ouais. Bah, je sais pas comment. Du coup, si vous voulez ne pas rater les épisodes, abonnez. Exactement. Bon, allez, et mettez un like. Merci à tous et à bientôt pour un prochain épisode. Voilà, on va continuer dans le cerveau des qualiticiens et de tout le site en fait. C'est trop intéressant. Allez, à bientôt.